rencontre Green Solutions et 4e webinaire. Autour d'un sujet qui nous intéresse tous. Donc, on sait qu'il y a 2 gros sujets cette année dans la profession, c'est la mise en place de la nouvelle réglementation environnementale et puis la rénovation, qui est un sujet de fond de premier plan depuis des années, mais qui est encore plus prioritaire cette année par rapport à toute l'évolution du plan de redance et puis à la dégradation des enjeux climatiques. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom de Construction 21. Et puis, je vous propose donc de démarrer tout de suite. Alors, je suis Véronique Pape, la directrice de l'association Construction 21, et donc je tiens à vous signaler que l'enregistrement, cette session est enregistrée, et donc vous pourrez accéder au replay. Donc, si jamais vous souhaitez rester anonyme, ne pas poser de questions qui vous rendent visible, je vous demande de le faire par un autre moyen, et par exemple de nous envoyer un mail. Quelques petites règles de fonctionnement avant de démarrer. Si vous pouvez renommer votre identifiant pour qu'on puisse savoir qui vous êtes avec votre nom, votre prénom et le nom de la structure que vous représentez. De bien couper votre micro lorsque vous ne parlez pas et puis d'éteindre votre caméra, sauf si vous êtes un intervenant ou une intervenante. Voilà. Donc, si vous pouvez couper votre caméra, voilà, ça permettra de laisser le champ visuel aux personnes qui s'expriment uniquement. Et puis, si vous voulez nous suivre sur Twitter, n'hésitez pas. Donc, c'est @construction20f avec le hashtag Green Solutions. Voilà, donc, aujourd'hui, nous vous recevons et nous organisons ce webinaire dans le cadre des Green Solutions Awards, qui est le concours que Construction 21 organise depuis quelques années maintenant, pour la 8e fois cette année. Mais avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter en 2 mots Construction 21, donc média social pour accélérer la transition écologique du secteur du BTP et puis plus largement maintenant de la ville et des territoires. On a été créé en 2012, on est aujourd'hui un réseau international, donc je représente le chapter français. Nous avons l'association française regroupe aujourd'hui à peu près 150 structures, donc des entreprises, des ONG, des institutions, qui toutes œuvrent à accélérer la transition du secteur du BTP vers le durable. Pour vous donner un autre élément en nombre, Construction 21, la plateforme, représente à peu près 1 million de vues. C'est devenu aujourd'hui un véritable influenceur du secteur et un outil d'information utile à beaucoup de professionnels ou à beaucoup d'étudiants également pour s'informer sur ce qui se passe de plus avancé dans le secteur de la construction en termes de. Alors, qu'est-ce que c'est Construction 21 ? De quoi parle-t-on sur Construction 21 et sous quel type de format ? Donc, on a un fil d'actu, on a un agenda d'événements, des vidéos, des dossiers thématiques. Là, par exemple, on est en train en ce moment, de terminer un dossier sur la mobilité. On en a eu un sur la formation au début d'année. Il y en aura un autre sur les énergies renouvelables au mois de mai. Et puis un sur la rénovation qui se prépare pour le mois de septembre. Donc, tout ça, ce sont des sujets qui vous permettent de vous informer ou de mettre en avant votre savoir-faire. Alors, est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez couper votre micro, Monsieur Patard, peut-être c'est vous qui avez votre micro ouvert. Il y a de l'écho. Merci. Si vous pouvez aussi fermer votre vidéo, merci. Construction 21 propose aussi une base de données de formation et puis différents annuaires de membres, donc soit des personnes ou des entreprises, des communautés en ligne. Et puis, ce qui fait notre originalité par rapport à beaucoup d'autres sites d'information sur la construction durable, c'est le fait qu'on propose des bases de données d'études de cas, donc qui décrivent soit des bâtiments, soit des quartiers, soit des infrastructures, et qu'on anime ces bases de données avec un concours qui s'appelle Green Solutions Awards. Alors, c'est dans le cadre de ce concours qu'on organise ces rencontres, puisque notre objet à Construction 21, c'est, vous l'avez compris, de diffuser l'information, les bonnes pratiques, l'innovation de la construction durable, et qu'un des moyens de le faire, c'est de montrer des projets réels, réalisés par des professionnels qui sont plus en avance que les autres. Voilà. Donc, ce concours, il se termine pour sa phase de candidature la semaine prochaine, pour l'édition 2020-2021. Et donc, on aura le plaisir de diffuser, de vous montrer nos candidats à partir de tout début avril. Et puis ensuite, on annoncera nos gagnants français début juin et nos gagnants internationaux à la COP26 à Glasgow au mois de novembre. Voilà. Mais en parallèle de ce concours, nous organisons régulièrement des webinaires qui permettent de donner la parole de façon assez approfondie
un certain nombre de porteurs de projets ou de partenaires du concours qui ont des choses. Éteint. Votre micro, Véronique, est éteint. Oui, Véronique, on ne t'entend plus. Voilà, pardon, je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé, excusez-moi. Donc, un dernier mot sur les Green Solutions Awards. Donc, l'objectif étant de donner à voir les solutions des pionniers. Et donc, on organise ce concours tous les 2 ans maintenant, avec un objectif vraiment de montrer, d'identifier, de montrer des solutions et des projets exemplaires qui puissent inspirer la profession en France et bien au-delà. Alors, j'en viens maintenant à notre sujet, RE 2020 et rénovation. La RE 2020, c'est le sujet qui mobilise la profession puisqu'on sait qu'elle va rentrer en vigueur au début de l'année prochaine. Nous avons déjà fait un dossier thématique sur le sujet en juin dernier, donc il y a maintenant 9 mois. On prévoit d'en refaire un autre en début d'année prochaine, au moment où la réglementation se mettra en œuvre, rentrera en vigueur, afin de vous donner des clés pour appréhender cette nouvelle réglementation et surtout l'enjeu que ça représente pour aller vers maintenant du bas carbone, au-delà de la thermique, d'aller vraiment sur le bas carbone. Et puis, on a voulu aujourd'hui réunir cet enjeu de la réglementation RE 2020 avec la rénovation, qui est l'autre gros enjeu du secteur, puisqu'on sait que on a besoin on ne réussira pas la transition écologique du secteur du BTP si on ne réussit pas la rénovation. Et donc, finalement, l'un pour le neuf, l'autre pour la rénovation, on se rend compte qu'on a des enjeux qui sont assez similaires pour ces 2 défis que nous devons relever collectivement. Et donc, on a réuni pour nous en parler 4 professionnels de renom et très spécialisés sur leurs différents sujets. Donc, on a avec nous aujourd'hui Chantal Degan, qui est directrice adjointe du département Solutions innovantes et usages bas carbone pour EDF, qui par ailleurs est également présidente de Promotelec, donc 2 partenaires de notre concours. Jérôme Dio, qui est directeur développement durable et énergie pour Régis Centre-Ouest, qui partagera avec nous une rénovation exemplaire du lycée de Bréquigny à Rennes. Jérôme Pina, directeur des programmes immobiliers du groupe GA Smart Building, qui lui nous présentera un projet Campus Now Living Space à Toulouse. Donc, vous verrez en détail en quoi ces projets sont vraiment exemplaires. Et puis, on terminera avec Mathieu Bahuot, de Postimo, donc chef de projet énergie renouvelable et innovation, qui nous parlera de la rénovation de l'hôtel des Postes de Nantes, avec notamment un focus sur une installation photovoltaïque particulièrement intéressante. Mais je n'en dis pas plus que ça pour l'instant et je laisse la parole à nos intervenants, qui sont ceux qui savent. Et donc, Chantal, je vous invite à prendre la parole et donc à nous présenter quels sont pour vous les enjeux, quels sont pour vous et pour EDF les enjeux de cette RE 2020 et de la rénovation. À vous, Chantal. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors d'abord, le premier point, c'est que le constat est sévère pour le bâtiment dans sa lutte contre le changement climatique. Lorsque l'on regarde simplement cette petite courbe qui indique chaque année depuis 2007 à 2018 le volume des émissions de CO2 de ce bâtiment, on s'aperçoit qu'elles ont baissé, ces émissions, entre 2007 et 2014 de 20%, mais que depuis, il y a une grande stabilité encore constatée en 2019 et 2020. Or, lorsque l'on regarde le slide suivant, on voit que le défi de ce bâtiment est d'être presque zéro carbone en 2050. Aujourd'hui, c'est le premier consommateur d'énergie, avec 45% des consommations, 26% des émissions. C'est le deuxième émetteur de CO2 après le bâtiment. Ça, je pense que chacun l'a bien en tête et que peut-être ça l'est moins. L'objectif pour ce secteur est d'une part de diviser par 2 ses consommations d'énergie et d'avoir recours à des énergies très bas carbone, voire presque sans carbone. Ce qui veut dire une rupture énorme, structurelle, sur les 2 secteurs du neuf et de la rénovation. Alors sur le slide suivant, quelques mots sur cette RE 2020 dont Véronique a parlé, qui passe du thermique à l'environnemental. C'est une véritable rupture. On regarde toujours cette sobriété énergétique qui est nécessaire au bâtiment,
Mais on regarde également à la réduction des émissions de CO2, que ce soit à l'utilisation ou à la construction, bon, également au confort pour des logements qui vont représenter de toute façon plus de 25% du parc construit en 2050. C'est assez essentiel. Alors pour parler des solutions, en maison individuelle, en fait, toutes les solutions bois, réseau de chaleur, pompe à chaleur existent aujourd'hui puisqu'elles elles équipent un parc de logements qui est équipé à plus de 60%. Donc il va y avoir diffusion de l'ensemble de ces technologies à l'ensemble des maisons neuves construites. Pour les appartements, ce qui va changer, ça va changer essentiellement à partir de 2025, avec une décarbonation de ces constructions, avec plus de raccordements à des réseaux de chaleur, l'installation de pompes à chaleur collectives et de chauffe-eau thermodynamiques. Alors j'entends certains qui disent « oui, mais les solutions n'existent pas, l'offre est faible, très mineure ». Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, une offre existe. Je suis désolé, on ne voit pas l'écran. Ah, moi, je le vois. Ah. Donc, suis-je la seule à le voir? Non, je le vois aussi. également. Non, on le voit, on le voit. Non, c'est bon. C'est bon. Également. Coup dur. Très bien. Est-ce que vous pouvez passer... Mystère de Teams. Allez-y, Chantal. Mystère de Teams. C'est sur le slide suivant, s'il vous plaît. Là, on est sur le slide défi. Voilà, tout à fait. Donc, je disais que pour les solutions, les produits, je pense aux produits de chauffage, des locaux, d'eau chaude, tout ce qui est équipement installé dans le bâtiment, cette offre existe, elle ne demande qu'à s'élargir. Et grâce à ce signal donné très clair par la RE 2020 et la trajectoire surtout telle qu'elle est définie, eh bien, le temps est donné aux équipementiers pour diversifier la gamme de leurs solutions et des solutions déjà existantes. Pour la rénovation, c'est aussi un secteur extrêmement important et probablement le plus difficile. Et là, il est difficile de parler d'accélération de la rénovation du parc existant, non pas parce que c'est impossible, mais c'est parce qu'on en parle, tout le monde en parle, et que c'est extrêmement compliqué finalement de mettre en œuvre ces rénovations pour des questions d'abord de cible, de performance, et puis des questions peut-être de coût ou d'appui et d'accompagnement dans ces opérations de rénovation. Alors moi, j'avais envie de vous dire deux choses, c'est que essayons de propager cette idée autour de nous de rénover en embarquant la performance et que ces solutions existent et je voulais vous orienter vers un site internet et une adresse contact sur des travaux qui ont été portés en collaboration par le CSTB et par la R&D d'EDF sur des solutions très concrètes qui seraient à apporter pour des logements à rénover dans le logement social. Et c'est un travail qui a été fait en collaboration très, très large avec l'USH. Donc, je vous indique ce site. Il vous permettra de trouver toutes les solutions que je pourrais vous décrire et j'y passerai beaucoup trop de temps. Donc, peut-être pour conclure, oui, ce défi du logement, il est majeur parce que ça signifie une rupture complète dans tous nos modes de pensée, nos logiciels, nos références. Et mon constat peut-être, et vous allez, j'espère, en être convaincus en écoutant les autres conférenciers, c'est que l'impossible recule devant celui qui avance. C'est-à-dire que cette rupture que l'on peut penser impossible, en fait, elle commence à reculer parce que certains avancent et on va vous le montrer. Merci de votre attention. Merci beaucoup Chantal pour cette introduction donc, qui nous donne finalement de l'espoir parce qu'on se rend compte que la contrainte avançant, les capacités de la profession avancent également. Et donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec un premier exemple. Donc, on va parler du lycée Bréquigny de Rennes. Donc, Jérôme Dio, je vous laisse nous présenter ce projet de rénovation. Bonjour allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Jérôme Dio, je suis le directeur technique de Aegis Bâtiment Centre-Ouest et je suis ravi de vous présenter la rénovation énergétique du lycée de Bréquigny. Alors, le lycée de Bréquigny, c'est le plus grand lycée de la région Bretagne, avec 3500 personnes. Ce bâtiment est ce qu'on appelle une passoire thermique. C'est un bâtiment qui a été construit dans les années 70, dont l'enveloppe est perméable à la chaleur, donc il fait chaud l'été et froid l'hiver. Et en plus, on a des consommations énergie colossales. Slide suivante. Donc,
Donc la rénovation de ces types de bâtiments est un vrai défi qui est sur la table actuellement, accentué par le réchauffement climatique et la pression des accords de Paris. Donc le gouvernement français a décidé de réagir en consacrant 6,7 milliards d'euros dans son plan de relance économique. Mais la région Bretagne a anticipé car elle nous a passé en 2018 la rénovation de 20 000 mètres carrés en site occupé pour un montant de travaux de 20 millions d'euros. Donc cet appel d'offres a été lancé en MGP, en marché global de performance. Donc on a répondu en groupement d'entreprises avec l'entreprise Legendre et l'architecte Anthracite. Et Aegis a réalisé les études de conception et porte l'engagement énergétique pour le groupement. Slide suivante. Donc d'abord, nous avons réfléchi à une méthode de rénovation complète des façades qui nous permet, et d'une, de stopper les fuites thermiques par une façade en bois rapporté, d'intervenir en site occupé en minimisant les nuisances sonores et de faire une rénovation bas carbone en stockant le carbone dans l'ossature bois des façades rapportées. Donc, slide suivante. Nous avons isolé le bâtiment avec une façade en ossature bois. Et pour cela, il a fallu tout d'abord s'adapter à la façade existante par un relevé numérique en nuage de points, ce qui nous a permis de faire une maquette BIM précise de l'existant. Ensuite, minimiser les travaux bruyants en les regroupant pendant les vacances scolaires. Donc, nous avons percé tous les trous pour le supportage des panneaux pendant les vacances scolaires pour ne pas gêner les cours. Et nous avons réalisé après les caissons en matériaux biosourcés, isolés avec les meilleurs produits du marché et révolutionner en fait le traitement de l'étanchéité à l'air en la réalisant par la membrane non pas par la membrane par vapeur, mais plutôt par la membrane par pluie. Et en fait, nous avons intégré le bardage et la menuiserie directement dans le module pour limiter les interventions sur le chantier. Et donc, grâce à cette conception, nous arrivons à un bilan carbone d'environ 410 kg du CO2 par mètre carré. Slide suivante. Donc, comme on peut voir, ça marche. Nous avons ici un cliché de caméra thermique en cours de réalisation et nous voyons bien l'impact des caissons et les changements de fenêtres sur les déperditions du bâtiment et nous pouvons également vérifier la mise en œuvre des caissons. Au-delà de la pure technique d'innovation, l'innovation porte aussi sur le mode opératoire qui repose sur l'industrialisation et la reproductibilité de la solution. Slide suivante. Donc, en fait, nous avons commencé la rénovation énergétique par un projet que nous avons réalisé il y a 6 ans maintenant, qui est la rénovation thermique du lycée Colbert à Lorient, qui nous a permis en fait de tester le concept de façade rapportée. Dès le départ du projet Colbert, nous avons pensé à un projet reproductible en assurant une bonne qualité architecturale. Et ça a plutôt bien marché parce que ce projet a été récompensé du prix d'architecture de Bretagne. Donc, quand on a voulu répondre à la rénovation énergétique de Bréquigny, nous sommes tout de suite partis sur la même solution. Le lycée se prête parfaitement à ce type de rénovation. C'est un bâtiment tout en longueur, très tramé, caractéristique des années 70. C'est le terrain de jeu idéal pour industrialiser les travaux. En plus, nous avions déjà testé le mode opératoire, donc nous connaissions le coût de travaux, les délais, et on avait même les résultats de consommation énergétique du lycée Colbert. Donc, ce qui nous a permis de nous lancer tout de suite dans l'industrialisation. Mais pourquoi industrialiser? C'est pour gagner en qualité, en productivité et donc en coût. Slide suivante. Donc, d'abord, on produit en atelier. Ça permet aux caissons des façades d'être très bien assemblés et surtout d'être contrôlés par les charpentiers dans des conditions idéales de travail. C'est l'occasion de développer un processus et de méthodes optimisées pour ces opérations réalisées un grand nombre de fois parce qu'on a
réalisé plus de 7500 m² de façade. Donc, les temps perdus de déplacement des ouvriers sur le chantier, les allers-retours à la recherche d'outils, de matériel sont supprimés. On le fait dans un environnement de type industriel, donc sécurisé, efficace et confortable. Les délais de chantier, ils ont été divisés par 2. On a mis 7 mois pour réaliser le chantier. Et donc, les nuisances sur site sont réduites à leur strict minimum. On a juste assemblé les caissons sur les supports puisqu'ils ont été préalablement fixés pendant les vacances scolaires. Donc, pas de bruit, idéal pour un chantier en site occupé. Donc, c'est ce qu'on appelle du travail hors site et donc, c'est une nouvelle façon de penser la construction. Slide suivante. Donc, notre modèle de façade à ossature bois a été conçu pour être simple, sobre, efficace et durable. Le fait d'avoir déjà réalisé une façade à ossature bois dans un premier projet nous permet très tôt d'aller dans des détails de réalisation, en rentrant tout de suite dans les points singuliers. Il faut penser le projet dans sa mise en œuvre, donc les modes de fixation du caisson, les fixations des caissons entre eux, les traitements des angles. Donc, ce sont toutes ces réflexions qui nous ont mené, que l'on a menées avec l'entreprise, qui nous permet d'aboutir à un travail intelligent selon un concept d'IFME, c'est concevoir pour la production et l'assemblage. Comme chaque détail est réalisé un grand nombre de fois, il est important d'optimiser les détails pour éviter de perdre du temps et avoir une finition impeccable. Slide suivante. Donc, pour faire tout ça, nous avons besoin d'un langage commun, donc entre le bureau d'études, l'architecte, l'entreprise et l'industriel. Donc, nous avons choisi de travailler tous en maquette numérique BIM, qui est devenu notre outil de discussion. Donc, la maquette nous a permis, dans un premier temps, de faire la conception. Donc, on a dessiné les modules, intégré les exigences architecturales. Ces modules, on les a mis dans un modèle de logiciel de simulation thermique pour être sûr de notre engagement énergétique. Et une fois que tous les critères ont été vérifiés, on est passé en phase construction. Donc, l'industriel a pris nos plans pour faire la fabrication des modules. Il a entré directement sur les machines à commande numérique pour faire les caissons. Et ensuite, la maquette a servi à l'entreprise pour réaliser ses plans de pose en fonction des caissons qui arrivaient sur le chantier. Donc là, on a après une maquette intégrée qui a servi au DOE pour l'exploitation. Slide suivante. Nous avons réalisé un modèle numérique pendant toute la phase de conception pour vérifier que nous étions en dessous de l'objectif énergétique avec les hypothèses de fonctionnement qui sont les fichiers météo, le nombre d'occupants, les temps d'utilisation. Donc, ces hypothèses sont contractualisées avec le maître d'ouvrage dans une démarche IPMVP qui est une méthode de mesure et de vérification de la performance. Donc, les valeurs mesurées sont stockées dans un big data et sont ensuite injectées dans un modèle numérique qui devient un jumeau numérique. Le jumeau numérique permet de recalculer la consommation du modèle numérique avec les valeurs réelles mesurées, ce qui nous permet d'intervenir très rapidement dans les réglages en cours d'année en connaissant immédiatement l'impact sur la consommation finale. Nous pouvons donc faire de la consommation prédictive et donc voir si nous sommes dans notre engagement ou pas. Slide suivante. Donc notre engagement, c'est 50 kWh par mètre carré par an pendant une durée de 7 ans. Donc c'est la performance énergétique d'un bâtiment neuf. Nous devons, en plus de la consommation énergétique, intégrer le confort des élèves été comme hiver, et également assurer une bonne qualité d'air. Nous devons respecter un taux de CO2 de 1300 ppm par salle de classe et assurer un chauffage de 20 degrés. Donc, pour répondre à cet engagement, nous avons mis en place un protocole de mesure et de vérification qui permet d'avoir un cadre contractuel de l'engagement énergétique avec notre maître d'ouvrage.
slide suivante. En fait, c'est la première fois que Aegis porte l'engagement énergétique pour le groupement. Ceci a permis aux entreprises locales n'ayant pas accès au MGP de pouvoir répondre. En plus, ils sont pertinentes car elles apportent un vrai savoir-faire et en même temps, ça permet de relancer l'économie locale. Par contre, il faut avoir un montage contractuel à l'intérieur du groupement pour bien se mettre d'accord sur les limites de responsabilité de chaque membre du groupement. Donc, nous basons pour faire ça sur une démarche de commissionnement qui permet de valider chaque phase de projet, de la conception à la réalisation jusqu'à l'exploitation. Slide suivante. Donc, nous avons aussi intégré un sociologue dans l'équipe, qui s'appelle Mana. Nous ne pouvons réussir un engagement énergétique sans les utilisateurs. Nous avons donc fait appel à un sociologue pour nous aider à sensibiliser les lycéens et les professeurs à la performance énergétique. Donc, il y a eu tout un travail de pédagogie qui a eu lieu tout au long de l'année pour intégrer les éco-gestes dans la vie de tous les jours et nous permettre d'atteindre les résultats escomptés. Et ça, nous avons pu, dès la première année, nous avons obtenu une consommation énergétique mesurée de 45,3 kWh par mètre carré. Slide suivante. Donc, en conclusion, il est donc possible d'être au rendez-vous du défi de la rénovation à grande échelle avec des entreprises locales et un modèle économique et contractuel qui peut être approuvé par tous. Reproductible avec de la préfabrication hors site, c'est une solution permettant d'améliorer la qualité des ouvrages, de sécuriser les plannings et les coûts et d'entrer dans un système d'amélioration continue nous permettant de nous engager sur un coût global. Résilient, en ne démolissant pas les bâtiments pour en construire des neufs, mais en isolant avec des matériaux biosourcés pour le confort et atteindre les niveaux énergétiques identiques aux bâtiments neufs, et performant avec un suivi énergétique par jumeau numérique qui permet d'anticiper les dépassements énergétiques et de pouvoir agir tout de suite pour rectifier les réglages et demander des actions de sensibilisation qui permet de sécuriser l'engagement énergétique. Voilà, merci de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jérôme. En tout cas, on voit que finalement, c'est possible. C'est possible. Vous l'avez prouvé. Alors, il y a déjà beaucoup de questions qui se posent. Il y a une première question sur le remplacement des pare-vapeurs par les pare-vapeurs. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, en fait, le problème de la membrane d'étanchéité, c'est souvent qu'elle est placée à l'intérieur. Et donc, quand on travaille en caisson à ossature, il était difficile de joindre, de faire le scotch des membranes d'étanchéité. Donc, on a réfléchi à ce problème-là. Et du coup, on a trouvé une membrane d'étanchéité qui permettait de faire et l'étanchéité à l'air et le pare-pluie, et du coup se trouvait à l'extérieur du caisson et permettait donc de pouvoir facilement venir scotcher le pare-vapeur entre eux avec les modules, et comme ça on a réussi à obtenir la performance sur l'étanchéité à l'air du bâtiment rénové. Alors, merci pour cette première réponse. On a une autre question sur le confort d'été. Comment arrivez-vous à améliorer le confort d'été? Alors, ça, c'était grâce à la conception architecturale. Donc, il y a eu un gros travail sur la façade avec des modèles numériques qui ont permis de montrer en fait les apports solaires tout au long de l'année. Et on a réussi en positionnant la menuiserie extérieure suffisamment en retrait pour avoir une casquette naturelle par le cadre de la fenêtre qui a permis en fait de diminuer les apports solaires directs déjà et indirect par un traitement sur le verre
avec un vitrage peu émissif, surtout en façade sud. Donc là, on arrive à gérer, donc on est à peu près en température max obtenue cet été, on était à 28 degrés dans les salles de classe, ce qui est chaud, mais acceptable. D'accord. Mm. Alors, on a aussi plusieurs questions sur le ROI. Bon, une question sur l'engagement énergétique on demande si c'est sur les résultats et sur les moyens. Moi, j'ai compris que c'était sur les résultats, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Oui. Et sur le ROI, donc vous nous avez dit que c'était finalement à prix abordable, hein, que vous arriviez à faire ce type de rénovation très complète et très performante à un coût abordable. Est-ce que vous voulez en dire un petit peu plus sur le ROI? Alors, ça, c'est une vraie question. Donc là, c'est vrai que comment arriver à payer une rénovation de cette ampleur-là, rien qu'avec comment on va dire, les économies d'énergie, ça, c'est compliqué, clairement. Donc là, par contre, on voit bien que l'investissement n'est pas au niveau d'un bâtiment neuf pour avoir le même résultat. Donc c'est vrai que là, c'est pas vraiment en retour sur investissement, c'est quel investissement je fais pour avoir un bâtiment à 50 kWh et en diminuant le niveau carbone, puisque là, on est à 410 kWh, 410 kg de CO2 par mètre carré, alors qu'un bâtiment, on a fait un bâtiment en bois, un lycée en bois neuf, on est à 850, 870 kWh par mètre carré, avec des coûts de l'ordre de 2000, 2100 euros du mètre carré. Donc, alors que là, on obtient à peu près le même résultat en termes de consommation énergétique pour un coût de 725 euros du mètre carré. Donc là, c'est pas vraiment du retour sur investissement direct, mais c'est vraiment un investissement pour avoir un bâtiment d'une performant, confortable, à partir on va dire, d'une épave thermique. C'est plutôt On n'a ça pas un l'objectif. retour direct sur les économies d'énergie, mais par contre, on a clairement un investissement moindre que si on avait démoli, reconstruit. Exactement. OK. Alors, il y a encore d'autres questions. Je vous propose qu'on les garde pour tout à l'heure s'il nous reste un petit peu de temps. Sinon, on y répondra, par message dans l'article qu'on publiera avec le replay de votre intervention. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme. Je vous en prie. Je voudrais qu'on passe maintenant la parole à notre deuxième Jérôme Pina, donc, qui représente le groupe GA Smart Building. Donc, Jérôme, vous allez nous parler, vous, d'un campus qui s'appelle Now Living Space à Toulouse. Allez-y. Oui, tout à fait, je vous remercie. Bonjour à tous, je suis donc Jérôme Pina, directeur de programme chez GA Promotion. Et donc, je suis très heureux de vous présenter le campus Now Living Spaces et notamment les solutions adoptées pour répondre à la réglementation thermique 2012 auquel le bâtiment a été soumis, mais solutions qui sont aussi parfaitement adaptées à la réglementation environnementale 2020. Et ces solutions ont été mises en œuvre dans le cas présent sur un bâtiment neuf, mais sont tout à fait adaptables sur un bâtiment en rénovation. Alors, je vais tout d'abord vous présenter la performance du campus en RT 2012, les solutions donc, qui ont permis de répondre à cette performance, ensuite une correspondance entre la RT 2012 et la RE 2020, pardon. Et à ce titre-là, il s'agit plutôt d'une estimation parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore les valeurs des seuils de la RE 2020 pour la partie tertiaire. Ensuite, je vous présenterai les estimations du campus en RE 2020, les pistes d'amélioration et les solutions décarbonées qui sont liées à la réglementation environnementale 2020. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro, peut-être, Jérôme? On ne vous entend pas très, très bien. Je me rapproche, pardon. Super, c'est beaucoup mieux, merci. Et si Monsieur Dalino peut fermer sa vidéo. Merci. Allez-y. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci.
Donc, en termes de respect de la performance, au niveau de la partie BBio, donc qui va caractériser plutôt l'enveloppe du projet, sur ce projet, on a obtenu un BBio inférieur à 41% du BBio max suivant la RT 2012, et cela en travaillant sur l'exposition du bâtiment et les matériaux employés pour limiter le besoin en chauffage. Donc là, on a travaillé sur une orientation, mais aussi avec un système constructif pour site, des façades non porteuses, pour limiter au maximum les ponts thermiques, qu'on a couplé avec une isolation par l'intérieur. Autre point pour diminuer le BBio, on a diminué toutes les contraintes de refroidissement, donc liées à la climatisation. Donc pour cela, on a mis en place des terrasses et des brises de soleil en façade sud pour limiter les contraintes solaires. On a appliqué aussi, en termes de menuiserie aluminium, un système qui est développé en interne, qui est la double B, qui comporte un triple vitrage et qui intègre un store motorisé qui permet de renvoyer le rayonnement solaire avant que celui-ci n'atteigne le double vitrage et rend ainsi la solution d'ensemble très performante vis-à-vis du rayonnement solaire. Enfin, on a aussi des façades largement ventilées, largement ouvertes pour diminuer au maximum l'éclairage artificiel. Là, je crois qu'on a passé un slide. Non, avant, je vais revenir s'il vous plaît. Vous pouvez revenir deux encore. Voilà, stop, merci. Celui d'après. Excusez-moi, on y arrive. Ensuite, sur l'aspect CEP du projet, il était de 32% inférieur au CEP max suivant la 2012. Donc là encore, les moyens d'atteindre cette performance ont été d'optimiser le BBio, parce que plus on a un BBio performant, moins les besoins d'énergie primaire sont nécessaires pour chauffer ou refroidir le bâtiment. Et là, le système principal mis en œuvre pour répondre pour avoir un CEP bas, c'est la mise en œuvre de packs décentralisés qui prennent l'air en façade, qui la traitent donc grâce à la PAC qui est associée à un dispositif de ventilation double flux avec un échangeur à haut rendement. Donc cet ensemble permet d'avoir des consommations qui sont très faibles. Non, pardon, je n'ai pas tout à fait terminé. Voilà, permet d'avoir des consommations qui sont très faibles. Et cet équipement permet aussi de travailler en free cooling, puisque l'équipement peut la nuit notamment à la mi-saison, quand les journées peuvent être chaudes et les nuits fraîches, donc permet d'aller chercher l'air frais la nuit pour décharger le bâtiment de la chaleur. Slide suivante. Merci. Alors, on a estimé une correspondance entre la RT 2012 et la RE 2020 pour voir comment se comporterait le bâtiment. Je dis que c'est une estimation parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les valeurs de la RE 2020 pour le tertiaire. On a fait cette correspondance à partir des données de la RE 2020 qui ont été fournies pour la partie logement. Donc, on estime qu'il y aura une baisse, une contrainte de 30% des valeurs de RT 2020 par rapport à la RT 2012 et une baisse de 25% des valeurs du CEP max en RE 2020. Donc, avec ces données-là, on estime que le projet aura un BBio inférieur de 15% au BBio max de la RE 2020 et un CEP inférieur à 10%. Il y a d'autres indicateurs qui vont venir dans la RE 2020, en plus du BBio et du CEP. Donc, il y a un indicateur qui concerne le CEP-NR des énergies non renouvelables, mais dans lequel on estime qu'on sera bon pour ce type de bâtiment, puisqu'on n'utilisait déjà pas d'énergie renouvelable sur cette opération. Et ensuite, un indicateur qui qualifie le confort d'été. Et sur cette partie-là, la double B que j'ai présentée précédemment est une solution qui permettra de bien répondre à cet indicateur et de conserver un confort d'été acceptable.
Slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, même si les résultats sont bons, on va travailler sur des pistes d'amélioration pour descendre toujours en dessous des niveaux réglementaires. Et pour cela, au niveau du BBO, il y a un travail qui va être fait pour augmenter le free cooling donc, sur les équipements, donc augmenter la capacité des équipements à rafraîchir à très bas coût les bâtiments. On va travailler aussi sur les épaisseurs d'isolants et notamment les épaisseurs d'isolants en toiture. Et enfin, on va continuer à limiter la perméabilité à l'air du bâtiment. Au niveau du CEP, c'est la mise en place là, de panneaux, excusez-moi, la mise en place de panneaux solaires pour l'autoconsommation uniquement, puisque la RE 2020 ne prendra en considération que le solaire de l'autoconsommation. Donc là, on estime un gain entre 10 et 15% sur le CEP du projet. Ensuite, par l'amélioration continue de la performance de nos modules de traitement d'air, par la valorisation du monitoring et de la régulation, puisque l'ensemble de ces équipements est relié à un système de GTB qui permet de piloter tous les équipements de manière totalement indépendante. Et ensuite, ces systèmes pourront aussi et sont déjà compatibles avec les réseaux de chaleur urbains et plutôt des réseaux de chaleur urbains vertueux, donc qui fonctionnent à l'énergie non fossile, qui permettront d'augmenter la performance du CEP. Donc, le dernier point vis-à-vis de la réglementation environnementale de 2020, quelles sont les solutions que nous adoptons pour être performants sur l'aspect carbone? C'est l'usage de béton décarboné en usine, puisque ce sont principalement des équipements qui sont fabriqués, des bâtiments qui sont fabriqués hors site, et du béton aussi décarboné pour les fondations. C'est l'association de bois et de béton dans la structure, la construction hors site, et la réduction de l'impact carbone des fluides frigo pour l'exploitation. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jérôme. Jérôme, et désolé pour les petits allers-retours de diapos. On a déjà 2 questions en tout cas, qui sont arrivées dans le chat. En tout cas, je trouve que c'est intéressant de voir que vous avez vous aussi un projet qui est à la fois basé sur leur site et puis qui, comme le projet suivant, va aussi intégrer du photovoltaïque en autoconsommation. On voit quand même qu'on a des points clés qui reviennent au fil des projets. Une première question de la salle. Qui fabrique les packs que vous avez installés sur ce bâtiment? Donc, ces packs sont des équipements qui sont développés par notre groupe et donc qui sont fabriqués par le groupe GA dans une usine située à la Belge, à proximité de Toulouse. D'accord. Alors, il y a une autre question sur la limitation. Comment vous faites pour limiter la perméabilité à l'air, la perméabilité des vapeurs? La perméabilité à l'air, c'est d'augmenter les tests et de réduire finalement les niveaux obtenus lors des tests. Donc pour ça, c'est un peu de l'amélioration continue. Alors il faut dire qu'on est avec un système de façade porteuse en béton et donc on vient faire des joints entre façades. Donc c'est assez facile d'assurer la perméabilité à l'air pour ce type de structure. D'accord. Alors, il y a une autre question sur le béton décarboné. Quel type de béton décarboné avez-vous utilisé? C'est du béton donc, sur lequel on travaille avec des cimentiers pour avoir un impact carbone moindre sur la formulation des bétons. Et donc, c'est des bétons qui ont des caractéristiques qui développent moins d'usage de carbone. D'accord. Donc, c'est par exemple à base de granulats recyclés, des choses comme ça? Ça peut être sur certains produits du granulat recyclé, mais c'est surtout en travaillant sur la formulation et sur la typologie des ciments. D'accord. Puisque c'est le ciment qui nécessite le rejet carbone le plus important dans la formulation du béton. Alors, il y a une autre question sur les liquides frigorifiques, en disant, la question qui dit donc qu'il y a du free cooling, certes, mais est-ce qu'il y a aussi du rafraîchissement? Il y a effectivement aussi du rafraîchissement. Oui, on est à Toulouse, dans une région assez chaude, donc le bâtiment est aussi rafraîchi.
D'accord, donc c'est rafraîchi avec Avec ces systèmes. ce sont les packs, ce sont les packs qui jouent le rôle du rafraîchissement, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Écoutez, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions pour l'instant. Ah si, il y a encore une dernière question sur la solution mixte bois-acier. Pourquoi? Alors, c'est bois-béton, une solution mixte. Et bois-béton, c'est pour introduire du bois qui a un bilan carbone meilleur dans la construction que le béton, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de mixer les deux matériaux pour produire les structures. Ok. Alors, sinon, on ne nous demande par écrit le nom du fabricant des packs. Donc, je redis ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est GA, Smart Building. Et peut-être vous pouvez le remettre dans le chat, Jérôme, tout à l'heure. Voilà. Ah, une dernière question, pourquoi pas un mixte acier-bois? Pourquoi pas? Aujourd'hui, les solutions sont plutôt tournées vers l'association bois et béton, mais on peut aussi imaginer une association des trois matériaux. Bon, voilà, on vous donne des idées, la salle vous donne des idées pour vos futurs projets. Merci beaucoup, Jérôme. Avec plaisir. On va maintenant passer au dernier projet, donc avec Mathieu Bayot, donc de Postimo, qui va nous parler d'un projet qui vient d'être livré à l'Hôtel des Postes de Nantes. Donc une très belle rénovation et surtout une innovation vraiment intéressante avec un toit couvert de photovoltaïque. Mathieu, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter donc l'hôtel des Postes de Nantes, donc qui est un bâtiment des années 60 de l'architecte Michel Rouspitz. Donc c'est le bâtiment en forme de baie au milieu de l'image, en plein centre de Nantes. Un bâtiment donc qui est sur 5 étages, hein, de 35 000 mètres carrés environ, avec deux activités, une activité tertiaire sur les cinq étages qui regroupent les activités tertiaires des branches du groupe La Poste, et puis une plateforme logistique également, donc pour le tri et la distribution du courrier et des colis. Voilà, je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Donc c'est un immeuble qui a bénéficié d'investissements assez importants, notamment par rapport à la rénovation thermique et énergétique, hein, dont notamment une partie de la façade qui a été isolée par l'extérieur. Il y a aussi également eu beaucoup de travaux sur la rénovation des systèmes de production de chaleur et sa distribution, il y a le remplacement des menuiseries extérieures. Un système de GTB également, de pilotage, qui est assez important avec un éclairage LED piloté et un système de ventilation double flux. Hein, et finalement, le fait que ce soit piloté, tout ça, le bâtiment a pu bénéficier en effet d'un label Ready to Service, hein, qui a été délivré par Certivia. Donc voilà, c'est une rénovation lourde, de thermique et énergétique, de 12 millions d'euros d'investissement à peu près. Le projet a duré 5 ans, donc de 2016 à 2020, avec des objectifs de réduction de consommation de l'ordre de 24%. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Le principe, non, je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Voilà, l'objectif, c'était de... Non, celle d'après, s'il vous plaît. Voilà, merci. L'objectif, hein, c'était de finalement d'aller au bout de la démarche de sobriété énergétique en imaginant une centrale photovoltaïque en toiture pour le procédé d'autoconsommation. Hein. L'autoconsommation, un rappel rapide, ça permet finalement de consommer une électricité verte qui est produite sur place, de gagner en autonomie énergétique vis-à-vis du réseau, hein, c'est-à-dire que une partie de l'énergie n'est plus soumise aux fluctuations de prix, notamment du réseau public, et enfin de délivrer un service énergétique à nos occupants. Donc voilà.
le but était vraiment d'aller jusqu'au bout. En plus de ça, ce projet-là s'inscrit dans des expérimentations sur l'autoconsommation, donc de 10 projets donc, qui sont portés par Postimo. Donc 10 projets de différents types. L'intérêt de ce site-là, c'est qu'on était sur un bâtiment tertiaire multi-occupant. Voilà. Et enfin, aussi évidemment, hein, de manière très pragmatique, étant donné que ce bâtiment faisait l'objet d'une rénovation de l'isolation en toiture et de son étanchéité, il paraissait tout naturel de profiter de ces travaux pour installer une centrale en toiture. Je veux bien qu'on passe à la suite. Donc voilà, un petit tour justement sur les caractéristiques techniques de la centrale, finalement, qui a été aussi régie par des choix notamment architecturaux. Hein. C'est vrai qu'au début, on avait imaginé d'optimiser vraiment les surfaces de toiture, et en fait, on voulait optimiser au maximum la surface disponible en toiture pour installer des panneaux photovoltaïques. Et dans ce sens, on avait proposé, finalement, imaginer une sorte de casquette ou un préau au-dessus de la toiture terrasse. Ce projet a été refusé par les architectes des bâtiments de France, étant donné que cette casquette ou ce préau se verrait depuis la rue. Voilà, ce qui nous a été demandé, in fine, c'est finalement que la centrale photovoltaïque n'ait vraiment pas d'impact visuel nul, hein, même que ce soit même finalement que la centrale ne se voit pas même du ciel, hein, pratiquement, où c'est vrai qu'il y a une tour juste à côté où les personnes pouvaient avoir vue sur la centrale. Donc finalement, la centrale a été dimensionnée de manière très pragmatique, encore une fois, où on avait des espaces disponibles en toiture, et pour faire disparaître, entre guillemets, cette centrale, il a fallu que les panneaux soient ce qu'on appelle full black, hein, c'est-à-dire que les cellules sont traitées un peu noircies, et on ne voit pas les cadres en aluminium, comme peut-être vous avez la vision du module classique. Donc voilà, donc on a une centrale de 255 kW crête, hein, pour environ 1300-1400 mètres carrés donc en toiture, pour une production annuelle de 275 kWh par an. Hein, à savoir que 95% de cette production est directement consommée par les usages électriques du site. Les 5% correspondent grosso modo à une production qui serait le dimanche, hein, et donc les besoins électriques du dimanche sont plus faibles, et donc on a un surplus. Et finalement, ces 95% permettent de couvrir 13% des besoins électriques du site. Donc voilà, c'est aussi un projet qui a été labellisé SMILE, hein, qui est une organisation finalement qui aide le développement de projets d'énergie renouvelable et de smart grid. Ce projet est particulièrement remarqué du fait que ce soit une centrale en centre-ville. Voilà. Donc quelques images rapidement, hein. Donc là on voit en plein milieu donc les panneaux full black, hein. Donc vous voyez que c'est un petit peu différent finalement des panneaux que vous avez l'habitude de voir. Et on voit bien finalement, étant donné que les travaux ont démarré en septembre et qui sont presque finis là, que la centrale se marie, et finalement se marie très bien avec le produit d'étanchéité donc qui est noir en toiture. Voilà. Je veux bien qu'on passe à ça d'après. Ouais, juste pour dire que pour aller un petit peu plus loin finalement sur ce bâtiment-là, hein, parce qu'en effet, certes, on consomme 95% de la production photovoltaïque, il reste 5% optimisé. Il y a deux moyens finalement d'optimiser la consommation, d'optimiser la production photovoltaïque. Il y a un moyen technique avec le pilotage des usages. Hein. Finalement, c'est vrai, ce qu'on va essayer de faire, c'est de déplacer les usages électriques pour qu'on ait des consommations, qu'on puisse déplacer des consommations à des moments où il y a de la production photovoltaïque. Donc par deux moyens, un moyen technique, donc par la GTB, ou par des moyens en interne, en essayant d'embarquer finalement les occupants
par le biais de communication interne, et on envisagerait également un système incitatif de gaming, comme on dit, pour que les usagers puissent se dire, bah, tiens, il y a de la production photovoltaïque, est-ce que, par exemple, je recharge mon téléphone en priorité à ce moment-là, au moment où il y a de la production, plutôt qu'à un moment où il n'y a pas de production, comme la nuit, par exemple. Donc, au final, pour clôturer, le projet, ce projet-là a permis, de sensibiliser les occupants du site aux énergies renouvelables et à la décentralisation énergétique. Ça a permis également d'améliorer l'autonomie énergétique du bâtiment et donc de générer des économies tout en garantissant un service énergétique aux occupants. Et enfin, finalement, ce projet pour Postimo aussi, ça a été un coup d'essai très réussi par rapport à l'autoconsommation, étant donné qu'on a réussi à mettre en place des modèles fiables et duplicables à d'autres sites qu'on est en train d'envisager actuellement. Voilà. Merci à tous. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Mathieu. En tout cas, on voit que c'est un projet vraiment innovant et qui ouvre beaucoup de portes, ne serait-ce qu'au sein du groupe Postimo, puisque c'est une première pour vous, mais on a compris qu'il y en aurait probablement, en tout cas que ça ouvrait la voie pour d'autres projets. On a déjà quelques questions qui sont arrivées dans le chat. Alors, première question rapide, la façade était-elle classée? Alors, non, c'est pas un bâtiment classé, c'est un bâtiment remarquable. C'est un bâtiment remarquable à Nantes, finalement. Ça fait partie du patrimoine nantais. Néanmoins, alors, je ne suis pas expert de la rénovation. Là. Moi, j'ai vraiment suivi que la centrale photovoltaïque, mais il me semble que la rénovation en façade a fait l'objet de validation des ABF, il me semble. Voilà, donc, de toute façon, on a bien vu que c'est situé en plein centre de Nantes, de toute façon, on n'échappait pas aux ABF. Voilà. Une autre question, quel procédé de stockage utilisez-vous pour stocker la production photovoltaïque excédentaire? Alors, sur ce bâtiment-là, on n'a pas fait le choix de procéder à du stockage parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, financière. Le stockage est coûteux et finalement, ramené au kilowattheure produit dégrade un petit peu finalement le coût du kilowattheure produit. Il y a des sujets aussi de positionnement par rapport au voilà, est-ce que la batterie en tant que telle, par rapport aux sujets environnementaux, fait débat encore en interne chez nous. Et puis ensuite, finalement, voilà, on a quand même 5% à récupérer potentiellement sur le qu'on pourrait stocker. On préfère laisser ces 5%, disons, à un pilotage intelligent, c'est-à-dire que si on a des véhicules électriques qui pourraient être branchés, par exemple, le week-end à des moments où il y a une surproduction, et ben peut-être qu'on pourrait valoriser cette énergie en la réinjectant directement dans ces batteries-là. Peut-être que voilà, on préfère laisser libre cours, du moins au pilotage, et avoir un peu de marge là-dessus, plutôt que passer par le stockage, qui n'est pas une solution voilà, qui a été retenue pour ce projet. Oui, puis vous avez de toute façon des excédents qui sont finalement relativement limités. Oui, exactement. Ok. Donc là, vous verrez l'usage effectivement une fois que le bâtiment sera en service pour voir si les batteries des véhicules notamment peuvent suffire. Ok. Ouais, voilà. Une autre question, est-ce que vous avez étudié la distribution électrique photovoltaïque en courant continu, au moins pour l'éclairage et le digital? Alors non, je pense que le sujet, malheureusement, on aurait aimé l'embarquer, surtout du fait que le bâtiment était R2S, certifié R2S. En fait, c'était pas forcément compatible avec l'immeuble, et puis en plus, les technologies par rapport au courant continu n'étaient pas encore, au moment où on a embarqué le projet, n'était pas encore bien mature. Et voilà, on n'a pas les contraintes, disons, en termes de temps, nous ont poussé, et de coûts aussi, faut être honnête, nous ont poussé à être très pragmatiques et
finalement l'innovation par rapport à la centrale et surtout dans le full black pour que les contraintes architecturales soient remplies. D'accord. Alors, bon, la personne Régis Maillère du ministère nous repose sa question en disant « Et sur un autre projet, est-ce que vous l'envisagez ?» Alors, à l'heure actuelle, pas encore. C'est vrai qu'on n'a pas de projet là dans les tuyaux qui vont nous pousser à ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup travailler. Moi, en tout cas, personnellement, je suis très convaincu du courant continu. D'accord. Alors, on a une autre question qui dit que vous ne produisez que 13% des besoins d'électricité. Est-ce qu'on ne peut pas doubler la distribution en AC et en DC? J'avoue que je ne sais pas si vous comprenez la question. Eh ben, justement, on est dans le courant continu et courant alternatif. Voilà, là pour ce qui a été choisi, en effet, c'est de rester finalement de transformer par des onduleurs en courant alternatif par rapport aussi pour rencontrer enfin, voilà, pour que ça corresponde aux contraintes aussi de la structure électrique du site. Hein. Donc non, il a pas été, voilà, on n'avait pas trop le choix que de rester en courant alternatif. D'accord, c'est ce que disait effectivement Massereau, Monsieur Massereau qui dit que ce n'était pas une question mais une affirmation. Ensuite, une autre question sur la conséquence du positionnement des ABF sur le premier projet. Est-ce que ça a changé quelque chose en termes de production photovoltaïque? Ah oui, parce que alors, en fait, par rapport à son dimensionnement, hein, là, on est à 250 kg. Alors, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais le fait de créer une casquette supplémentaire, déjà, on n'avait pas tous ces édicules à éviter. On n'avait pas toutes les gaines techniques à éviter également. Et finalement, on arriverait à couvrir beaucoup plus. Et on aurait augmenté la puissance je vais peut-être dire des bêtises, je n'ai pas le chiffre en tête, mais de sans doute un tiers supplémentaire si on avait réussi à faire cette casquette. Ok, alors, je vous propose, merci beaucoup Mathieu pour toutes ces réponses et toutes ces précisions. Il nous reste encore quelques dizaines de minutes pour questionner nos invités. Donc, je vous invite à utiliser le chat, à continuer à utiliser le chat pour tout cela. Je vous propose de revenir sur le premier projet du lycée Bricquigny, parce que tout à l'heure, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Alors, je reprends mes notes. Et si Jérôme peut se remettre en scène. Dans les questions auxquelles on n'avait pas répondu tout à l'heure, moi, aussi le chat, ça sera beaucoup simple. Oui, il y avait des questions qui posaient. On vous demandait si vous aviez aussi modernisé l'installation de chauffage et la régulation. Oui. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'en production, on était sur un réseau de chaleur, donc sur le réseau de chaleur de la ville de Rennes, donc qui est à 60% en biosourcé, donc moins en énergie renouvelable. Donc voilà. Mais on a travaillé sur la régulation, bien sûr, régulation thermique en mettant des vannes de voie au lieu des robinets thermostatiques qu'on a l'habitude de mettre dans les radiateurs. Et on a mis également des croix de mesure pour vérifier le débit d'air qui était extrait des salles de classe. Tout ça relié à de la détection de présence. Donc là, il y a eu un petit peu de régulation qui a été mis en place. Pourquoi? Pour éviter le gaspillage énergétique, quoi. Donc éviter, puisque comme on devait un confort sur la qualité d'air, on doit extraire énormément de débit. On est à peu près à 600 mètres cubes heure par salle de classe. Donc il faut absolument éviter d'extraire ce débit-là quand il n'y a personne dedans. Donc, ces registres sont là pour ça. Et également, il fallait être sûr qu'on ait bien une extraction de 600 mètres cubes. Donc, les croix de mesure faisaient en sorte d'avoir le bon débit
et de pouvoir l'ajuster aussi en fonction de la pression des gaines qui avaient pression qui avait au niveau du moteur à débit variable. Donc on a fait et cette méthode-là pour l'air et cette méthode-là pour l'eau, puisque pareil, les vannes de régulation, vannes de voie de régulation sur les radiateurs étaient aussi avec des débitmètres qui permettaient de bien contrôler les débits d'eau qui rentraient dans les radiateurs. Très bien. Alors, on a d'autres questions. Une qui porte sur le type d'isolant que vous avez utilisé et une autre qui demande un peu plus d'informations sur la toiture. Qu'est-ce que vous avez fait sur la toiture? Alors, sur la toiture, on a déroulé de la laine de verre. Là, il n'y a rien eu parce qu'actuellement, il y avait un comble perdu. C'est comme ça qu'avait été le bâtiment initialement. Donc, on a essayé de remplir. Sur une grosse partie, c'était par laine soufflée pour essayer de mettre un maximum d'épaisseur d'isolant. Donc, on a mis 40 cm d'isolant à peu près au niveau de la toiture. Et sur les façades, alors là, ça a été un gros point parce qu'on voulait mettre de l'isolant biosourcé. On a énormément de mal à mettre de l'isolant biosourcé avec un bardage ventilé, puisque ça doit être un combustible. Donc on est resté sur 20 cm de laine de verre dans le module bois. Mais on lâche pas l'affaire, on pense qu'on arrivera à mettre de l'isolant biosourcé dans ces caissons pour être parfaitement en raccord avec la diminution du carbone. D'accord, très bien. Donc, c'est pas encore sur ce projet-là, mais ça sera, on espère, pour les prochains. C'est ça. Ça fait partie des améliorations qu'on a notées qui pourra être fait pour les prochains projets. Il y avait une autre question plutôt sur les méthodes de fonctionnement du projet, avec des questions sur le type de groupement avec lesquels vous avez travaillé. Donc, puisque on se souvient, vous avez travaillé avec des entreprises locales, voilà. Oui, alors ça a été assez intéressant. En fait, c'est vrai que les marchés globaux de performance, c'est des gros marchés qui intègrent l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception jusqu'à l'exploitation. Et c'est vrai que les entreprises locales ont peu l'occasion de s'exprimer sur ce genre de marché. Et c'est pour ça que en portant l'engagement énergétique, eh bien, en fait, on s'est aperçu que si les entreprises locales n'arrivaient pas trop à se structurer, c'était à cause de l'engagement énergétique, parce qu'il faut payer les factures si jamais on dépasse. Donc, ils n'ont pas ces assurances et ils ne savent pas faire ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'en tant que bureau d'études, on faisait depuis des années des études de simulation, etc. Et je pense qu'il était temps de pouvoir s'engager sur les simulations qu'on faisait. Et en s'engageant, on a pu du coup libérer un peu ces entreprises qui sont tous des entreprises locales et qui ont permis du coup d'agglomérer donc une grosse entreprise qui est Legendre quand même, qui est maintenant un aura national et international, mais leur siège est à Rennes. Et du coup, on a travaillé avec eux pour essayer de relever ce défi-là. Et ça a été vraiment une bonne expérience humaine aussi, parce que chaque entreprise a vraiment joué le jeu. Voulait réussir ce défi parce qu'on est toujours à dire de toute façon on n'y arrivera pas, 50 kWh c'est du calcul théorique, on n'y arrivera pas, et on s'est vraiment persuadé au fur et à mesure de l'avancée du projet que c'était possible. Et voilà, on a travaillé avec SPI pour la partie technique, voilà, sur la régulation, etc. On a mis en place
toute la partie management énergétique, modèle numérique et surtout récupération de la donnée avec ces entreprises-là, c'est des modèles qu'on n'avait pas, qu'on ne connaissait pas. Et donc, il a fallu que les entreprises s'investissent aussi. Et sincèrement, quand on a un défi à relever qui était de cet ordre-là, puisque c'était le premier engagement énergétique qui sortait dans la région, sur un lycée, voilà. Donc, vraiment, il y a eu un vrai engouement et c'était vraiment très agréable de travailler sur ce projet. Quand toutes les entreprises sont intégrées, eh bien, c'est comme ça qu'on réussit, quoi. Moi, je pense, j'en reste persuadé. Et du coup, même le maître d'ouvrage on a beaucoup travaillé avec le maître d'ouvrage, avec la Sembrez qui suivait et qui suit encore, puisque là, on attaque la 2e année sur les performances énergétiques. Et donc, il y a un vrai dialogue qui se passe. Il y a aussi l'AMO énergétique, Alterea, avec qui on travaille beaucoup. Et c'est vraiment un travail collectif qui s'est fait, qui s'est fédéré sur ce projet-là. Et je pense que c'est pour ça qu'on arrive au résultat. Votre micro, encore une fois. Ouais, je crois que le micro est coupé. J'avais passé dans la rue, j'avais coupé mon micro. J'ai oublié de le remettre. Oui, donc de recul. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dans les clous par rapport aux objectifs que vous vous étiez fixés? Est-ce que vous pensez que même vous allez pouvoir faire mieux que ce que vous avez envisagé? Oui, alors là, ça a été un peu une surprise d'être dans les clous dès la première année, parce qu'on s'était donné un peu plus de temps. Mais on a réussi à être dans les clous dès la première année. Alors, faut savoir que là, on est sur plusieurs types de bâtiments. Donc, il y a des bâtiments où c'est plus difficile. Mais au moins, sur le gros, le principal, on est dans l'engagement. Là, je pense qu'on peut faire mieux en intégrant aussi les utilisateurs. Donc là, il y a un gros travail pour que tous ensemble, on arrive à le faire. Il y a encore des portes qui restent ouvertes, il y a encore plein de choses. Donc on voit qu'il y a encore des choses qui peuvent être améliorées. Mais globalement, on peut y arriver. Ouais. Par contre, ça demande un suivi qui est assez prenant. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'outils pour nous aider à analyser un peu tous les dépassements énergétiques qu'on voit, parce que dès qu'on a démarré, on a vu qu'on n'était pas dans les clous, et donc il a fallu qu'on fasse, c'est un travail de commissionnement qu'on met en place, c'est-à-dire qu'on met en place des actions et on mesure les actions qu'on réalise, et on avance à petits pas. Et c'est comme ça qu'on arrive après, petit à petit, à diminuer les consommations, et jusqu'à arriver à un seuil. On a encore des niches, donc on peut encore descendre, je pense. Mais... Ok, vous avez encore de la marge de progrès. On a encore de la marge de progrès, oui. Alors, il y a une autre question sur l'IPMTP. Est-ce que c'était utile? Est-ce que c'est améliorable? Oui, c'est indispensable, je pense, parce que ça crée un cadre. On écoute toujours en disant, de toute façon, l'engagement énergétique, les 50 kWh, il suffit que les gens ouvrent les fenêtres et puis comme ça, on n'est plus engagé. En fait, ce protocole permet de donner un cadre à la performance en donnant la structure du 50 kWh. On dit, voilà, moi je m'engage sur 50 kWh avec un fichier météo qui est donné, avec une occupation qui est comme ça, avec des températures de réglage qui sont comme ça. Et après, on sait qu'il y a des choses qui vont faire varier les consommations. Eh bien, on les liste. On dit, voilà, si le planning de fonctionnement est changé, ça change. Là, on est tombé en pleine période de Covid, par exemple, où les salles de classe sont occupées une fois sur deux, avec pas
tout à fait le même nombre d'élèves, etc., etc., eh bien ça, on peut recalculer la consommation énergétique avec la vie du bâtiment. Et du coup, on reste en engagement énergétique, quel que soit le fonctionnement du bâtiment. Et ça, du coup, on perd pas le fil, on ne perd pas l'objectif et on veut toujours réduire la consommation énergétique ou rester dans l'objectif de consommation énergétique. Donc, les 50 kWh sont constamment recalculés en fonction des conditions extérieures, en fonction de la vie du bâtiment, et ça nous permet de garder l'objectif de l'engagement. Et je pense qu'on ne peut pas faire un engagement énergétique si on n'a pas un cadre juridique qui soit très clair et qui soit partagé par le maître d'ouvrage et par le groupement, qui permet en fait de suivre pendant 7 ans avec un protocole qui est très clair de recalcul des consommations et pour être sûr d'arriver au résultat. En tout cas, merci beaucoup Jérôme pour toutes ces précisions. Je vous en prie. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que bon, il y a eu un engagement très très fort sur la performance, à la fois sur les systèmes et puis surtout sur la rénovation de l'enveloppe. Et puis on retient aussi que le fait d'avoir un objectif en termes de consommation finale et donc de travailler collectivement pour y arriver, finalement c'est ça qui quelque part assure la clé du succès. Ah, il y a une dernière question qui vient d'arriver pour le lycée avant qu'on repasse sur un autre projet. Pouvez-vous préciser, donc M. Patard a retenu un résultat de 409 kg CO2 par mètre carré par an pour le lycée. Oui. Il demande comment ce résultat a été généré. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de normes pour déterminer le calcul du carbone dans la rénovation. Pour le moment, c'est le label le plus C- qui a fixé, et pour le moment, c'est que du 9. Et bien, en fait, on a calculé le bilan carbone de tous les éléments qu'on a mis en place. Voilà, les façades, les tuyauteries, parce qu'on du coup, on n'a pas calculé en forfaitaire, on a calculé, en fait, on a pris la liste de tout ce qu'on avait mis sur le chantier, on a fait le bilan carbone de ça. Voilà comment on est sorti ces 410, parce qu'on voulait sortir quand même une valeur, parce que je pense que ça va être aussi important de fixer quelques valeurs carbone sur les rénovations pour rester dans l'idée d'une rénovation bas carbone. Donc, alors c'est un calcul qui a été fait vraiment à la main en prenant les fiches FDES des matériaux comme on le fait pour le plus C-, mais avec les matériaux qu'on a touchés lors de la rénovation. Voilà. Merci beaucoup Jérôme. Je vous propose maintenant de revenir, parce qu'on a une autre question. Excusez-moi. Ah. Oui, j'ai pas accès au chat, du coup je me permets de poser la question à l'oral. Est-ce que l'étude du sociologue Mana sera disponible, enfin, 1, 2, 3, j'ai mon mémoire de fin d'études qui porte justement sur la sociologie des utilisateurs des bâtiments performants et ça m'intéresserait particulièrement d'avoir accès à ce rapport. Moi, je vous propose plutôt de vous rapprocher de lui, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de diffuser ce rapport. Donc, je pense que le connaissant, il sera ravi de partager ces informations avec vous, mais moi, je ne peux pas m'engager à vous fournir. Par contre, je peux vous donner du moins les coordonnées de Mana pour pouvoir puissiez se rapprocher de vous, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette partie-là. Ouais. Je vous propose que vous nous envoyiez un message à Construction 21, on fera suivre à Jérôme Dio. Voilà. Merci. Très bien. Donc, merci beaucoup Jérôme. On va revenir quelques minutes. Il nous reste encore une dizaine de minutes jusqu'à la fin de notre webinaire. Je voudrais reposer une question donc à Jérôme Sénat pour GA Smart Building, pour le campus. On avait une question sur le coût au mètre carré de l'opération. Jérôme Pina, si vous pouvez nous répondre là-dessus. Donc, c'est une opération en coût au mètre carré qui est de l'ordre de 2600 €, 1600 € hors taxe du mètre carré. Donc, ça veut dire qu'on est sur des coûts qui sont tout à fait classiques. Oui, plutôt, oui.
Alors moi j'ai une question maintenant pour tous les trois, sauf s'il y a d'autres questions qui arrivent par le chat. Vous nous avez tous les trois, et puis Chantal, je vous invite aussi à donner votre grain de sel. Vous avez tous les trois présenté des projets qui sont chacun dans leur domaine innovant, à la fois en termes de performance de l'enveloppe et puis également en termes de gestion des systèmes, de gestion de l'énergie, voire de production d'énergie renouvelable. Si vous aviez un ou deux points à retenir de ces projets qui vous ont fait, les points sur lesquels vous avez le plus avancé et des points dont vous savez que vous allez les réutiliser dans vos prochains projets. En tout cas, quelque chose où vous avez réussi à cranter un progrès et quelque chose un point sur lequel vous avez développé de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire et que vous allez réutiliser dans vos projets suivants. Je ne sais pas qui veut commencer. Ouais, je me lance alors. Donc on a énormément appris sur ce projet de rénovation de par la construction hors site, qui je pense est vraiment à réfléchir pour des rénovations pour les grandes rénovations. Donc, on a beaucoup appris avec l'entreprise et je pense que ce qu'on a appris peut être reconduit. Donc, il y a eu énormément de bonnes choses de réaliser, mais ça peut être encore amélioré. Et la gestion de la donnée aussi, c'est-à-dire le suivi énergétique, c'est là aussi, on voit maintenant que les maîtres d'ouvrage attendent des résultats, voilà, du concret, du coût global, et je pense qu'il faut qu'on apporte ça dès le départ lors des conceptions, et donc on réfléchit beaucoup sur cette partie-là, sur comment récupérer la donnée, la traiter pour pouvoir s'engager en coût global. Puisque là, je pense que rénovation ou bâtiment neuf, maintenant, il va falloir qu'on aille un peu plus loin dans les conceptions et qu'on puisse s'engager sur de la performance. Donc, l'engagement de la performance, c'est vraiment quelque chose qui est un fil rouge de votre mode de fonctionnement. Oui. Jérôme Pinat, est-ce que vous voulez compléter, vous qui connaissez bien leur site aussi, puisque c'est la spécialité de GA depuis très très longtemps? Oui, tout à fait. Alors, spécificité non abordée, puisque vous parlez du hors-site, là, sur ce bâtiment-là, donc toute la structure est réalisée en usine préalablement, donc en hors-site. Et ce bâtiment présentait aussi la particularité d'avoir des sanitaires qui étaient faits hors-site, c'est-à-dire l'ensemble des blocs sanitaires étaient fabriqués en usine et ils ont juste été posés sur le chantier au moment de la réalisation, à l'avancement des planchers. Donc, c'est la spécialité du groupe et aujourd'hui, on va encore plus loin sur cet aspect hors-site. Très bien. Au sujet de l'avancée qu'on a pu avoir sur ce bâtiment, c'est plutôt un point qui n'a pas forcément été abordé, c'est que ce campus a fait l'objet de la certification 4Grid. C'est une nouvelle certification, mais comme site pilote. Donc, site pilote pour 4Grid, cette qualification qualifie le bâtiment en termes de capacité à communiquer les consommations énergétiques, notamment. Et donc, on s'est encore amélioré sur ce niveau-là, puisqu'on est aussi en capacité de prendre des engagements sur les consommations énergétiques, puisqu'on maîtrise l'ensemble des composantes, c'est à l'enveloppe, on maîtrise aussi une grande partie des équipements qui font la consommation des bâtiments, et l'ensemble de ces équipements est associé à une GTC qui permet de piloter et de connaître en temps réel les consommations équipement par équipement. Donc voilà au niveau de l'avancée sur cet objet. Et donc ça, c'est des choses que vous allez reproduire dans vos projets suivants? Oui, tout à fait. Alors Chantal, peut-être on peut vous donner le mot de la fin. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin. Je voulais te dire qu'il y avait quelque chose un point commun entre toutes les présentations, c'est cette vision multicritère de la conception, création d'une rénovation, de nouvelles constructions.
avec des approches sociologiques, techniques, énergétiques, de confort, et avec un seul objectif, c'est d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Et ça, je pense que la vision holistique, c'est probablement la clé pour demain. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez compléter peut-être avec votre vision, vous, de votre côté d'entreprise et de l'énergie? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Parce qu'on a deux gros défis qui sont devant nous cette année, du côté de la réglementation RE 2020, du côté du neuf, et puis c'est ce colossal enjeu qui est la rénovation. Comment est-ce que vous voyez les choses se dessiner? Est-ce que vous voyez les choses s'accélérer? Parce qu'on sait qu'on a diablement besoin d'accélérer le rythme. Est-ce que vous avez l'impression qu'on commence à avoir les outils, les savoir-faire pour accomplir enfin ce changement d'échelle dont on a tant besoin? Alors, j'ai l'impression qu'on a les outils et on a les pièces du puzzle pour réaliser ça, pour atteindre l'objectif. Ce qui va manquer, ce qui manque beaucoup, c'est une mobilisation donc, des pionniers qu'on a pu voir pour montrer un peu des exemples, montrer que c'est possible, et aussi des accompagnateurs. Que ce soit des accompagnateurs pour avoir ces solutions globales qui sont un petit peu complexes, et puis aussi des accompagnateurs pour accompagner ceux qui veulent rénover. Donc, je pense qu'on a toutes les pièces du puzzle. Il faut maintenant les assembler ou aider ceux qui seront sur le terrain à faire, chacun dans son domaine de compétences avec sa vision et ce qu'il peut apporter. Écoutez, merci pour ce joli mot de conclusion. Je laisse éventuellement le micro encore ouvert pour nos autres invités si vous souhaitez dire un dernier mot. Ah, on a une petite question à propos pour Chantal. Alors, attendez. Pourquoi voir un si long terme avec un objectif 2050 peu ambitieux alors que tous les rapports des scientifiques font déjà les projections pour 2030? Ok. Donc, je vous laisse tous voir dans le chat. Donc, les solutions passives existent depuis des années, on est bien d'accord. On essaie de les montrer à Construction 21 comme plein d'autres acteurs pionniers. Et tendre vers une frugalité énergétique semble la seule solution. On est tous d'accord, malheureusement pour les fournisseurs d'énergie. Mais je crois que les fournisseurs d'énergie sont très, très mobilisés aussi sur les questions d'efficacité énergétique. Peut-être je vous laisse répondre là-dessus, Chantal. D'accord. Ben moi, s'il ne tenait qu'à moi, je dirais plus vite et encore plus vite que les pionniers qu'on a pu voir. Maintenant, il s'agit d'embarquer tout le monde et il y a un principe de réalité et que la frugalité énergétique, de toute façon, c'est le futur annoncé des énergéticiens puisque c'est comme ça. On veut moins de carbone, on va être sobre. Donc, chaque énergéticien est en train de préparer ce futur-là. Évidemment, en changeant de métier aussi, en apportant des services. J'ai entendu tout à l'heure nos interlocuteurs parler de services à l'intérieur du bâtiment, faire de l'autoconsommation, etc. Donc, c'est là qu'on peut apporter aussi, accompagner nos clients. Merci à vous tous. Jérôme, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'était juste pour vous remercier de nous donner la parole, de pouvoir présenter ces projets-là. Et ouais, on est tous mobilisés pour réussir, pour essayer d'apporter notre pierre à l'édifice et arriver à régler ces défis qui nous attendent. En tout cas, merci de nous avoir. Merci à vous tous. Je propose à nos intervenants de rallumer leur vidéo pour qu'on vous revoie et qu'on puisse vous dire un dernier au revoir. En tout cas, je vous remercie vraiment sincèrement de votre participation et d'avoir partagé avec tous ces beaux projets. Vous nous aidez à remplir la mission que nous nous sommes fixés chez Construction 21, qui est de diffuser les bonnes pratiques, l'innovation, les solutions de la construction et de la ville durable. Donc, ces projets qui ont été présentés aujourd'hui, ils font déjà l'objet d'une étude de cas. C'est déjà le cas pour le projet de GA Campus Living Space. Et les deux autres projets, le lycée Bricquigny et la centrale photovoltaïque de l'hôtel des Postes de Nantes, sont en cours de réalisation. L'étude de cas sera prête dans quelques jours et donc on la rajoutera à l'article qui présentera le replay du webinaire que vous pourrez reconsulter si vous le souhaitez ou diffuser si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes de votre réseau. En tout cas, merci à vous tous. Je vous invite à découvrir à partir de début avril les candidats au Green Solutions Awards qui seront dévoilés une fois qu'on aura clôturé les candidatures la semaine prochaine. Et si vous avez des velléités de présenter vous-même vos
projets. Il vous reste encore quelques jours pour concourir. N'hésitez pas, plus il y aura de projets et plus on saura remplir notre mission de diffusion et d'inspiration de la profession. Merci à tous et bonne journée, bonne fin de journée. Merci Au revoir. à tous. Merci, au revoir. Au revoir.